On y croit un peu plus, la France au prochain mondial, mais pas de droit à l'erreur mardi à Oslo. Michel Platini avec nous en direct de Clairefontaine. Papin cartonne, l'OM décolle, PSG s'accroche et Bordeaux reste leader. Les 26 buts de la 8e journée dans ce téléfoot. 8 ans après l'aventure espagnole, le Cameroun a 90 minutes d'une deuxième qualification en Coupe du Monde. Notre cadeau, le Calcio, Bologne-Inter et Milan-Lazio, le résumé de ces deux rencontres en fin d'émission. Et puis Diego arrive, enfin on l'espère, car on l'attend à Naples, mais on l'attend également à Marseille. Bernard Tapie est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Bernard Tapie, bonsoir. Diego Maradona devrait arriver demain après-midi à 15h15 à Naples. On n'ose plus y croire, à un tel point qu'hier, le sénateur Pietro Pizzo a interpellé le Premier ministre Giulio Andreotti sur le ton de la plaisanterie pour lui demander d'intervenir auprès du gouvernement argentin et peut-être même de saisir les Nations Unies. Alors Bernard Tapie, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir déclenché une Xème crise gouvernementale en Italie ? Vous savez, je reviens et on m'a témoigné de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est écrit et de tout ce qui s'est raconté sur cette affaire. On en a fait pratiquement un feuilleton, alors que rien, malheureusement, rien n'a bougé depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, il y a trois protagonistes. Il y a d'abord en priorité le joueur, qui à la fin de la dernière saison avait évoqué, pour des raisons qui lui sont propres, l'envie de ne pas rejouer cette saison prochaine à Naples, et qui avait exprimé le désir de venir à Marseille. Il y avait moi qui étais très content de l'accueillir à Marseille parce que je crois que c'est le meilleur joueur du monde. Et puis il y avait Naples qui est propriétaire du contrat et qui a dit il n'est pas question que Maradona aille ailleurs. Et on est 3 mois après, et je dis malheureusement parce que maintenant c'est devenu presque un conflit d'hommes entre le président de Naples qui, fort de son bon droit, agit comme un président qui ne veut pas laisser partir un joueur, et puis Diego Maradona qui hésite à rentrer parce qu'il y a eu une escalade verbale par presse interposée et que maintenant on est rentré dans un système dont il est très dur de se sortir. Donc nous, notre rôle actuel, c'est au contraire de calmer le jeu à fond et d'inciter Maradona et son club à s'entendre parce qu'il y a comme ça qu'une issue est possible, dans tous les sens. Bernard, on va reprendre les choses dans l'ordre. Je vous propose d'écouter la toute petite phrase qui a tout déclenché. Je vais remettre mon contrat entre les mains de Fellaino, le président du Football Club de Naples. Comme ça, il n'y aura plus de problème Maradona. Vous allez annuler le contrat? Oui, je vais régler mes comptes devant les tribunaux avec mes avocats. Alors il va régler tous ses problèmes. Non, je ne crois pas que ça se passera comme ça. Je pense que, vous savez, ce sont des gens qui sont soumis à des pressions extraordinaires et il ne faut pas tenir compte d'un interview fait à un moment donné. Je pense que Maradona rejouera sûrement à Naples. En tout cas, c'est souhaitable qu'il trouve un arrangement avec son club. Il ne pourra pas venir à Marseille tant que Naples se sera pas mis d'accord avec Maradona. Et moi, je veux absolument qu'il vienne à Marseille un jour. Depuis, il s'est passé des événements. Moi, j'ai 3 étrangers maintenant. Oui. Et mes 3 étrangers, pour l'instant, me donnent satisfaction. Donc, je suis parti pour l'instant dans un championnat avec une Coupe d'Europe à l'appui qui sera sans Maradona, sauf si des événements, à la fois chez moi, mécontentement d'un joueur, et à la fois à Naples, désir de s'en séparer, peuvent changer. Donc, pour l'instant, on est loin d'être dans le cœur d'un débat qui, pour l'instant, je le crois, n'a pas abouti à autre chose qu'à se poursuivre. Donc, on dit que vous avez rencontré Maradona, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, il a donné 4 ans de sa vie à Naples, qui Naples lui a rendu par des honneurs, par une ferveur, par une passion formidable. Il a fait de Naples le champion d'Europe. Et maintenant, il a, pour des raisons qui lui sont propres, et je pense que seul lui a le droit de les dévoiler, a le droit de les dire, il n'a plus envie de jouer à Naples, et il m'a même fait état de quelque chose qui, je pense, ne sera pas définitif, il préfère abandonner le football. Je crois qu'il ne faut pas qu'il reste et qu'il persévère dans cette voie-là. Je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre et se calmer. Mais si vous permettez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Oui, monsieur. Car à l'occasion de cette histoire, moi j'ai pu noter 2 choses. Nous, sur le plan sportif, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon parce que, oui, par rapport à l'Italie, dont il faut se regarder comme modèle, seule l'année dernière, il y avait 3 clubs italiens en finale des 3 Coupes d'Europe. Ils en ont gagné 2 sur 3. Et nous, on n'en a jamais gagné une. Mais vous, les médias, tous ensemble, quand on voit comment vous avez traité cette affaire, on ne s'étonne pas que vous êtes aussi mauvais que nous. Vous savez que vous faites en gros 2h30 d'émissions sur le foot par semaine. En Italie, il s'en fait 42 heures. Vous drainez 6 millions d'annonceurs en tout, ils s'en drainent 29 millions. Le seul quotidien sportif français fait 200 à 300 000 exemplaires. En Italie, ils en font 2 200 000. Ça veut dire que si tout le monde avait compris, à l'occasion de cette affaire, parce que quand je suis dans un système, j'ai envie qu'il marche, que c'est en faisant venir des gens comme Maradona, en France,
que l'ensemble du football français, de la presse française, des médias, que sociologiquement on arrivera à vivre le football autrement, qu'on arrivera, je pense, à égaler les Italiens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Seulement, on a préféré faire du sensationnel avec votre chaîne voisine qui a interviewé un type qui représentait que lui-même, parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais n'empêche qu'Antenne 2 lui a donné 3 minutes. 3 minutes à un gars qui a parlé pour ne rien dire, puisque personne ne le connaît, ni moi ni Maradona. Et dont Maradona dit qu'il ne le connaît pas. Voilà. Quant à mon ami Guillaume Durand, lui, sur la 5, il a carrément mis la mafia dans le coup en disant qu'on allait échanger Maradona contre des immeubles. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on est des nuls, monsieur Zabel, vraiment nuls. Mais vous êtes aussi nuls que nous. Enfin, pas vous. Hein. Oui, oui. Pas vous, hein. Non, mais enfin, bon, puisque vous engueulez les médias, moi, je vais vous donner... Non, je n'engueule pas. On est tous aussi bons les uns que les autres. Oui, hein. non, mais moi, je vais vous donner une occasion de vous faire engueuler. C'est par Luciano Moggi, le directeur général du club de Naples, qui n'est pas très très content après vous. Écoutez. En ce qui concerne Bernard Tapie, sa façon d'agir est incorrecte. On ne traite pas directement avec un joueur encore sous contrat avec un club. D'habitude, on traite avec les dirigeants. En effet, si le club refuse de se séparer du joueur, on ne s'adresse pas directement à lui, car son contrat, il l'a signé librement. C'est pourquoi Naples va demander au bureau des enquêtes italien que notre fédération intervienne auprès de la fédération française pour qu'elle prenne des sanctions contre Marseille et contre Tapie. Je comprends tout à fait ça. Et à sa place, je dirais la même chose. Ah, vous assumez? Je dirais tout à fait la même chose. Que Naples soit pas content parce qu'on est en relation avec un de ses joueurs qui est sous contrat, c'est logique. Je lui expliquerai à lui de vive voix le jour où il aura accepté qu'on le rencontre, puisque que ce soit le président qui est trop important pour qu'on le rencontre, mais même le secrétaire général, il est trop important aussi pour qu'on le rencontre. Alors, j'étais à 2 doigts d'en parler au gardien du stade à Naples, mais je me suis dit finalement, il vaut mieux que je le garde pour la commission d'enquête de l'UEFA. Cela dit, qu'il soit très mécontent qu'on s'adresse à un joueur sous contrat, je le comprends. Mais moi, je vais vous dire, quand je veux quelque chose, je le veux vraiment. Et moi, un jour, voir Maradona, malgré ce que m'a dit mon ami Thierry, il m'a dit, il est gros maintenant. Et bien même Maradona gros, moi je rêve de le voir un jour sur la pelouse du stade Vélodrome, vous voyez. Ouais. Alors côté joueur, il semblerait, Bernard, qu'on n'accueille pas ça d'une manière très très enthousiaste. On a vu ici et là dans la presse toujours. Très content. Oui, on avait vu des déclarations de Papin, entre autres, vous les avez vues, vous? Je les ai lus, en tous les cas, dans les journaux. Il vous l'a dit à vous? Non, nous, il nous a dit autre chose. Ben moi on les aussi. voit en ce moment. Pas besoin de Maradona, ça c'est Papin qui l'a dit visiblement aux Parisiens. Non, non, ça c'est le Parisien qui l'a écrit. Bon. Et puis, c'est pas tout à fait pareil. Alors, eh bien, Jean-Pierre Papin a choisi l'intermédiaire de Téléfoot pour s'adresser à vous maintenant. Je m'adresse à mon président, comme on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer depuis le match de Sochaux. Je crois qu'il y avait une mise au point à faire. Et je pense que ce qui était dit dans les journaux a été très violemment modifié par les journalistes. Alors je me pose des questions si ces fameux journalistes ne sont pas hostiles à l'arrivée, eux, de Maradona à Marseille. Mais vous alors, est-ce que vous y êtes favorable ou non? On a lu dans les journaux que vous n'y étiez pas favorable. Non, j'ai absolument pas dit que j'étais pas favorable, j'ai dit que j'étais sceptique que ça revienne sur Marseille parce qu'il y avait été dit tellement de choses depuis cette éventuelle arrivée. Donc maintenant ça revient sur Marseille, donc je suis pas hostile à l'arrivée de Maradona, mais j'espère que s'il vient à Marseille, ce sera aussi bénéfique que ça a été dit. Vous êtes d'accord pour le vrai Maradona, pas pour son fantôme? Bien sûr. Voilà. Oui, hein, franchement, ça ressemble pas à ce que j'ai lu. Bon, alors j'ai 3 questions précises à vous poser. Vous avez déjà 3 étrangers. Comment vous faites alors? Non, mais ça, ce sont des problèmes qui sont à régler à partir du moment où Maradona rentre. C'est pas le cas. Naples en est propriétaire, il veut pas qu'il vienne. Bon, le jour où il voudra venir et où le problème se posera, vous en faites pas, je saurai régler le problème. Moi, j'ai l'impression... D'abord, attendez, il y a 2 choses qu'il va falloir contrôler. C'est si je suis vainqueur de la Coupe d'Europe avec mes 3 étrangers là, moi ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona, ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux, c'est pas je le voudrais bien, c'est je le veux. Bon. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus, car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop. Donc, si ça se trouve, Moser, Waddle et Francescoli vont me faire gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, ce jour-là, Maradona, on part en vacances ensemble, c'est tout. Bon, si c'est pas le cas, il faudra qu'on cherche une autre solution. Vous savez d'ores et déjà combien vous allez le payer si vous parvenez à vos fins? Bien sûr. Vous pouvez me dire la somme? Oui. Combien? 20 millions par an. 20 millions par an. Mais c'est cadeau. C'est pas beaucoup. Mais c'est cadeau. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Quand vous donnez 20 millions par an à Maradona, il vous fait cadeau de sa personne. Est-ce que vous savez que le seul personnage vivant
connu de toutes les couches de la société du monde entier, dans tous les pays du monde entier, c'est Maradona. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte ce que c'est. Dans tous les pays du monde entier, vous interrogez le PDG d'une grande société ou le veilleur de nuit d'un garage, Maradona, il sait ce que c'est. Alors, à vous d'être assez intelligent pour amortir le joueur. Moi, si j'ai Maradona, faites-moi confiance qu'il y aura des parfums, des eaux de toilette, des compagnies aériennes qui porteront leur nom. Mais Maradona à 20 millions par an, il est cadeau. Vous êtes suffisamment riche pour vous l'offrir. Attendez, je vais vous poser une question. Vous savez qu'on va être cette année le budget le plus cher de tout le football français. De loin. Et je vous garantis qu'on est les seuls qui allons gagner de l'argent. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est pas de savoir combien vous dépensez, combien il reste dans la caisse en fin d'année. Le seul club dans la caisse de laquelle il va rester de l'argent, ça va être Marseille. Et c'est le club qui dépense le plus. Que ça peut faire ce qu'on dépense. Ce qui compte, c'est vous savez combien on fait de recettes par semaine au championnat de France? Entre 100 000 et 110 000 spectateurs, dont un tiers seulement à Marseille. Et c'est pas un privilège, hein. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, à Lyon, Bordeaux, Paris, Saint-Étienne, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Comment, juste un petit truc, je vais vous expliquer comment ils font les Italiens. Vous savez qui est propriétaire de la Juve? Agnelli. Vous savez qui est propriétaire de Milan? Berlusconi. Oui. C'est des gens qui mettent leur argent et qui le font comme on fait dans une entreprise. Et en général, quand ils mettent de l'argent, se rendent pour qu'ils en rendent plus. C'est pas un dirigeant, forcément, qui est le bénévole aimé de la Ligue et qui va tirer la sonnette de la mairie du coin pour chercher des subventions. C'est un gars qui gère son budget pour que ça rapporte. Très bien. Merci Bernard d'avoir été notre premier invité pour cette émission à 18 h. Peut-être allons-nous vous revoir un jour dans cette émission en compagnie de Diego Maradona. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ce jour-là, vous ferez 10% d'audience. Merci beaucoup. Nous restons directement en Italie avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans le groupe 3 de la zone sud-américaine, le Brésil joue sa qualification cette nuit au Maracana face au Chili. Je vous laisse imaginer l'ambiance là-bas et le drame. Si par malheur pour eux les Brésiliens étaient éliminés, ce serait la première fois dans l'histoire du foot que le Brésil serait absent de la Coupe du Monde. On jouait donc cette semaine dans les zones sud-américaines mais également africaines. Résumé et résultat avec Philippe Pouy et Frédéric Jaillant. Amérique du Sud, groupe 1, l'Uruguay a fait le plus dur en battant le Pérou 2-0 à Lima. Premier but à la suite d'une mauvaise relance du gardien péruvien dans les pieds de Ruben Paz. Sosa, lui, fait payer le prix fort de sa bévue à Purizaga. Deuxième but uruguayen à la suite d'un exploit personnel d'Alzamendi, toujours aussi vif et toujours aussi efficace. Le Pérou a déjà fait une croix sur le mondial 90. Groupe 2, Paraguay et Colombie. À Asunción, on ne rigole pas. Pour préparer ce match, c'est le président général paraguayen Rodriguez en personne qui a imposé une caserne comme centre d'entraînement. Mais apparemment, la méthode a du bon, puisqu'après 1 heure de jeu, Javier Ferreira a ouvert la marque entre les jambes du gardien colombien. Les coéquipiers de Valderrama égalisent. Higuaran a trompé Chilaver. La suite est plus musclée et pourtant la faute d'Higuita sur Delgado ne mérite rien d'autre qu'un pénalty sifflé par l'arbitre le chilien M. Silva. Après, c'est l'émeute, mais au Paraguay, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui manquent. Et dans ce tohu-bohu, le caméraman en a même oublié le pénalty de la victoire paraguayenne transformée par Chilaver. Dans le groupe 3, le Chili a battu le Venezuela 5-0, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour aller en Italie l'an prochain. Dans ce groupe, le favori est le Brésil. Quant à ce but le plus beau, il est signé Le Tellier. Afrique à présent, l'Algérie face à la Côte d'Ivoire pouvait se satisfaire d'un nul, mais grâce à Madjer, elle l'emporte 1-0. L'Algérie jouera le match décisif de qualification face à l'Égypte, vainqueur du Kenya. Nous y sommes, image très moyenne, mais but et ambiance tout à fait étonnants. Le Maroc à présent déjà éliminé, il encaisse de la part du Zaïre le premier but d'une partie qui se jouait à Rabat. Si les Zaïrois avaient gagné, ils auraient eu droit eux aussi à cette fameuse finale de qualification, ou si vous préférez à un match décisif, mais dans un premier temps le Maroc égalise par Madi. Puis dans un deuxième temps, les Zaïrois ne parviennent plus à marquer comme sur ce coup franc de Kabongo ou comme sur cette ultime occasion dans les dernières secondes que Kabongo, encore lui, ne peut convertir. Du coup, c'est la Tunisie, vainqueur de la Zambie 1-0 grâce à ce coup franc, qui le disputera ce dernier match de qualification décisif. Reste à savoir contre qui.
Mais la réponse pratiquement maintenant, ce sera contre le vainqueur de Cameroun-Nigeria, match auquel vous avez assisté, Pascal Pro. Oui, il y a en Afrique 2 qualifiés qui iront en Coupe du Monde. Alors ce sera évidemment la Tunisie, on l'a vu, et ce sera le Cameroun. Mais ce que je voulais vous dire juste avant cela, c'est que il y a beaucoup de bons joueurs au Cameroun et personne ne vient les voir. Il n'y avait aucun entraîneur français, aucun sélectionneur pour voir ce match Cameroun-Nigeria. Et c'est dommage parce que l'Afrique est un vivier, on le voit avec BLN, Kono et tous ces joueurs-là. Et on trouve à Yaoundé de très jolies cravates, vous nous en avez rapporté un exemplaire. Nous retournons donc à Yaoundé où vous aviez invité Jean-Vincent, l'entraîneur du Cameroun de la Coupe du Monde 82. Il vous a bien entendu servi de guide. Tradition, Jean-Vincent retrouve le kiné magicien sorcier qui a accompagné l'équipe lors de la Coupe du Monde 82 en Espagne. Je sais qu'on avait 16 docteurs avec nous. Je me suis renseigné, on m'a dit il y a beaucoup de psychologues et tout, et je soupçonne qu'il y avait quelques sorciers parmi eux. Aujourd'hui, Boubou et Marabout débarrassent le plancher du Cameroun, version officielle, terminé le temps des séminaires et des lieux retirés et désertés. L'équipe nationale a vécu 3 jours ici dans un hôtel délabré de Yaoundé et seules les prières de Canabiik rappellent le temps passé des superstitions. Bon, il y avait un seau en plastique et puis je voyais casser des ampoules et puis c'était mélangé et tout. Alors que le soleil tapait, il faisait 41 degrés, je me dis c'est pas vrai. Et tous les joueurs ont pris cette mixture avant le match. Mais ils ont une santé extraordinaire. Et pendant ce temps-là, un match de quartier, mais pas un combat de rue, une véritable compétition officielle. Les sélectionneurs ne s'y trompent pas et viennent toujours à cette source quasi quotidienne qui coule dans tout le Cameroun. Le jour J, Cameroun-Nigeria dans le stade de Yaoundé, 90 000 personnes, déjà tous présents 1 heure avant le coup d'envoi et seulement 15 francs pour voir le spectacle, avec en prime, dans quelques instants, une première émotion. Ils l'ont reconnu, Jean-Vincent leur a fait toucher le ciel en 82 en Coupe du Monde, alors ils le remercieront durant 10 minutes bouleversantes. C'est l'Afrique comme dans cette façon de se dire je t'aime et de se tenir la main sans ambiguïté pour partager la joie et l'émotion. Et regardez bien le petit ramasseur de balles, il s'est signé juste avant de rentrer sur le stade. C'est toujours l'Afrique lorsque le match débute avec un quart d'heure de retard. Les Nigérians refusent le tunnel qu'ils croient envoûté. Comme il s'agit de l'unique sortie, l'arbitre lancera un ultimatum. Tout est alors en ordre, le coup d'envoi peut être donné, baigné dans une atmosphère quasi religieuse. Fédé pour Ebangé, slalom d'Ebangé pour Djonké Bonaventure et pénalty. L'arbitre Djouini très clément sur cette action, sur cette faute sur Djonké Bonaventure. La faute basket. La faute basket, l'arbitre est libre d'apprécier. Djonké a le ballon, c'est vrai, il est culbuté, mais il provoque le saut. On regarde ça. Il provoque le saut, mais il y avait la cuisse. Il y a la faute, il y a la faute. Il y a la faute. Inquiétude pour le gardien nigérian, victime d'un malaise après 25 minutes de jeu. Étonnant, au match aller, un joueur du Nigeria est mort pareillement sur le terrain. Fédé cette fois, lève le cuir, tête aux mains et but. Tête aux mains et but. 1-0 score final, il ne se passe pas grand-chose en seconde mi-temps, si ce n'est l'expulsion de Ebouakbé pour avoir tiré l'oreille d'Eboualé. Le Cameroun se retrouve donc à 90 minutes seulement de l'Italie et surtout un adversaire nettement moins fort, la Tunisie. C'est donc quasiment fait. Ce sera votre deuxième Coupe du Monde personnelle après 82. Enfin, j'espère bien que si nous jouons de la même manière, que nous puissions faire un bon résultat chez nous, nous pourrons aller en Coupe du Monde. J'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Il avait quelque chose à dire et beaucoup à attendre sans doute. Noir, c'est noir, il y a beaucoup d'espoir. Quant à la faute basket, on ne sait toujours pas ce que cela signifie. Retour maintenant sur la 8e journée du